Petit conte gothique pour âme sœur et bien lunée. Premier conte. Regard oblique. Savez-vous pourquoi la plupart des croque-morts préfèrent la bière? Eh bien, moi aussi, figurez-vous. Ce qui m'amène à vous présenter le contenu, ma foi, très réaliste d'une affiche placardée à l'entrée d'un cimetière français et qui s'adresse bien sûr aux visiteurs. Et ça va comme suit. Vous êtes ce que nous avons été. Vous serez ce que nous sommes. Entendez-vous planer tout ce silence? Hier, j'ai croisé le grand maréchal des vents qui m'entretint fort intelligemment sur les prolégomènes de la cruauté des faibles. Mais à mon grand désarroi, je voyais bien qu'une question brûlante le turlupinait sans cesse, et il finit par craquer. Mais que font les reines après Noël? C'est alors que, craignant le retour indigné du général, nous convoquâmes la belle fiancée des Corbeaux, qui nous dit « À qui la faute si l'empire de l'or gris suscite de petites tempêtes, et que par un malencontreux malentendu, on s'est tous retrouvés sur l'improbable nef des dingues, où d'innocentes folâtreries de noceurs et de bambocheurs dégénérèrent en orgie totale où tout le monde baisait comme des bêtes. Devant tant de débauches, il nous fallait au moins sauver l'honneur, me dis-je candidement, car dans le labyrinthe infini du temps, le club des incorrigibles optimistes occupait toujours le vétuste hôtel du Grand Nord. Cependant, il ne fallait pas aller jusqu'à l'impensable, et c'est sans attendre Godot et dans un irrésistible élan de refus global que nous convînmes de faire appel à Hermès Trismégiste, qui nous déclara sans embâche. Savonarole et ses sinistres épigones ont depuis longtemps compromis la grande chevauchée heuristique des rois, et les anges exterminateurs, pour un vulgaire plat de lentilles, et par-devers les montagnes hallucinées, se sont doucement évanouis dans une délectation morose, obsédés qu'ils étaient par le centre obscur de la vie. Bon, mais moi, je vous le rappelle ici, au commencement était la tristesse. Et comme rien ne sert de partir, il faut courir à point. Surtout que depuis ce temps, de grandes espérances émanent de la nuit américaine, amenant imperceptiblement l'architecte mystique de la création à se métamorphoser en Gaspard de la nuit sous les voussures mauves d'un transept bleu de mer. Et c'est par la rue du Sabot, en périphérie d'Alphaville, qu'un chien andalou nous sauva de la terrible diaconesse au traquenard conjoncturel. Et c'est grâce à une esquive des plus élégantes que nous pûmes, toute affaire cessante, nous introduire incognito au bal des menteurs. Certes, à ce moment, les gargouilles de l'espoir, en parfaite confluence avec une mystérieuse solidarité imprévue, m'amenèrent à m'exclamer « Fais péter les basses, Bruno !» ce qui entraîna tout l'orchestre dans une formidable frénésie à tombeau ouvert. Par ailleurs, cet épisode musical tonitruant eut une suite, car une fois à bord du Midnight Express, j'eus le sublime plaisir d'entendre les derniers quatuors de Beethoven, ce qui m'amena à méditer sur leur qualité comparative avec le Winterreise de Schubert, ou même peut-être avec les Kindersehnen de Schumann. Mais voilà-t-il pas que la mer, d'un vers véronèse, se retire, et que les pierres de lune s'égarent dans les forêts impénétrables du temps. Alors, le grand mensonge rappelle le palimpseste de la mémoire où toutes les considérations inactuelles nous ramènent sur les rives du Styx, à l'entrée des enfers, où vous êtes offert un bref coup d'œil sur les 3 parcs bien occupés à tisser leur fil d'Ariane dans un inquiétant décor aux reflets de soufre jaune cadmium. Seulement voilà, c'est sur l'impeccable méridien de Greenwich qu'on retrouva la très rare perle bleue de l'île captive, marquant ainsi la fin de l'âge de l'innocence. Cependant, comme disait l'autre, à l'ouest, rien de nouveau. Alors, dans les années de déréliction qui viennent, qui nous sauvera de la pénible grisaille ambiante? Peut-être nous reste-t-il quelques menus retailles de rêve pour atténuer la tristesse des anges. Oui, peut-être. Et c'est sur la place de l'Étoile que je m'adonnai à la poésie sentimentale de Longfellow,
jaugeant le poids ultra fin des papillons en regard aux infinitésimales particules élémentaires. Il me fallait cependant à tout prix m'éloigner du cénacle des faiseurs de sonnets en faux hémistiches et de strophes aux longueurs dystopiques. Or, tout ceci m'amena fatalement à élaborer la topographie holographique d'une cité fantôme, où une petite Java de guinguette se transforma peu à peu en une guinchante cavatine abracadabrantesque. Et c'est alors que le colonel Kurtz, s'avançant sous le péristyle de l'Actors Studio, se lança dans une vaste plaisanterie à propos d'un célèbre banquet platonicien qui se donnait de l'autre côté d'un brouillard bleu cobalt à 2 pas de l'archipel des hérétiques. Ce qui évoqua pour moi la fameuse sentence d'Iphigénie en Tauride, vous savez, Euripide. La mer lave tous les crimes des hommes. Cela étant dit, une grande clameur en provenance des naufragés du Batavia me rappela l'empereur déchu dans la parade du temps qui passe, ce qui n'est pas sans évoquer un certain cardinal dévoyé qui, de l'hôtel Lutetia, se moquait de tous les humiliés et offensés. Mais de là à croire que les vendeurs du temple se sont tous accoquinés avec la demeure des puissants, non, non, non. Voilà qui relève plutôt de l'apocalypse joyeuse où les crieurs de la nuit noire d'ivoire, tels des spectres agités, se perdent en toccades irrévérencieuses. Voilà bien des billevesées, me direz-vous. Et pourtant, alors que je m'attardais au bar Big Full Moon, je me suis mis à imaginer un ballet sans musique, sans personne, sans rien. Le tout nimbé d'un parfum impérissable du passé, où d'impalpables sensations nous conduiraient au grand hôtel de l'univers, alors que l'ombre morte du corsaire de l'espace planerait subtilement sur la citadelle des destins perdus. Puis me vint à l'esprit l'homme qui aimait les femmes, ce qui distilla en moi un fascinant courant de douce nostalgie. Et aussitôt, je pensai à l'auberge de la Roche-Pleureuse, perdue en pleine nuit transfigurée. Quelle chimère, me dis-je, que d'invoquer les petits chevaux de Tarquinia, alors que le fatalisme poétique nous ramènera toujours au temps romanesque de la sonate des spectres onomastiques. Mais à cet égard, il ne faut pas surtout oublier que la légende des siècles repose essentiellement sur d'ardents sanctuaires sacrés, où l'oubli que nous serons se ramène à de vains combats perdus en des terres de plus en plus lointaines. Et c'est au cœur d'un village, dans la nuit aux rues bleues de pleine lune, que l'énigmatique étrangère au ballon rouge emprunta la promenade aux délices, qui l'amena directement à l'hôtel de cristal, où les ineffables contemplations s'ouvraient sur les ténèbres lumineuses des Perséides. D'aucuns prétendent que je suis un vilain monstre. Voilà affirmation qui m'apparaît quelque peu exagérée, car il m'arrive encore de consulter les petites chroniques loufoques des tribulations de Balbise en romancier, notamment pour la célèbre affaire Vargas, qui s'est conclue lors d'un rendez-vous secret à Saïgon. Et je me souviens très bien que sous le soleil jaguar s'épanouissaient les fleurs de tempête, et tout ce qu'on pouvait espérer sous les vents en rafale, c'était une mort atroce au fond d'un canyon infernal. Et c'est ainsi qu'à l'écoute des plus beaux contes zen, je plongeai dans le vide, du haut du château du roi dragon, pourchassé que j'étais par un terrifiant tigre de papier. C'est alors que les redoutables filles de la pluie, flammes au poing, dévalèrent le chemin de la falaise, pourfendant sans pitié le silence des agneaux. Planait bien sûr ici l'ombre d'Hannibal, annihilant plein de promesses pour tous les matins du monde. Ah là là, quelle salmigondie, me dis-je. Et c'est devant le monumental tableau de Robert Motherwell intitulé Elegy for the Spanish Republic, ce qui n'est pas sans rappeler Guernica, que me viennent en tête les Indes galantes de Nicolas de Staël. Et c'est dans l'esprit de Zola que je m'exclame: j'accuse la bête humaine dans son irréductible volonté de puissance et son insatiable cupidité. Défilent alors devant moi, pêle-mêle, Hiroshima, Auschwitz, Vietnam, Verdun, Tchernobyl, Dresden, Fukushima, Khmer Rouge, les grandes croisades. Mais voilà
que les amandes amères du silence me mènent à une lecture méditative des lettres de Lucilius de Sénèque, où on y traite de l'art du mensonge dans le club des Achichins. Mieux vaut tard que jamais, me dis-je, mais pourquoi tout ce tumulte, puisque le gardien de l'horizon habite seul la 7e demeure de l'âme, par-delà le soleil noir de la mélancolie? Et pourquoi ce vol au-dessus d'un nid de coucou, alors que les chariots de feu roulent sur les pianos en ruine de nos âmes lyriques? Peut-être faudrait-il y voir l'action salutaire des démons du bien avant le déluge torrentiel. Nul ne peut vraiment savoir, car l'immensité des espoirs déchus est telle que la promesse de lendemain qui chante doit nous trouver armés d'une ardente patience. N'oublions pas que l'opiniâtre Lucrèce Borgia est toujours à la tête des furieuses bacchantes et des Érénies, traîtreusement appelées bienveillantes par certains. Tout cela amenant inexorablement l'intoxication du fond des choses. Or, n'est-il pas écrit dans le Pentateuque que la 6e églogue de Pindare fait état du sens sacré par devers le divin dans la nature, et ce malgré la lourdeur des ombres jaunes enlisées dans la spirale lancinante du temps? Bien sûr, on pense alors au vase de Soissons que Clovis, le roi claudiquin, pulvérisa dans l'espoir futile d'adoucir sa vie impeccablement âpre. Et c'est les pieds dans l'eau que, tel un polichinelle espiègle, j'invoque le 8e prophète, espérant que les tendres madrigaux de Palestrina jettent un peu de baume lénifiant sur la mélancolie noire des anges et sur nos vies amères de galériens. Regardez la neige tomber, me dis-je, aux abords du café de la Régence. Et c'est à la Brunante qu'on y projeta 8,5 de Fellini. Et je crois bien y avoir vu Cocteau accompagné du jeune neveu de Rameau. Toutefois, je ne saurais le confirmer, car même les chroniques martiennes sont muettes à ce propos. Oh, les beaux jours, me dis-je, puisque dans le palais des fêtes, le roi sans visage pataugeait déjà dans les sargasses des souvenirs. Mais ça ne pouvait plus durer, car un licteur perfide s'était emparé de la pierre de Rosette, au vu et au su de petites vestales ingénues pour finalement prendre la fuite sur la nef des sorcières. Maudit soit Dostoïevski avec ses idiots de frères et ses entrées de fantômes, et maudit soit le fleuve du temps avec ses cantiques pour la fin du voyage et ses ténébreuses valses aux adieux. Les dimanches sont mortels, me dis-je tristement. Et longtemps je me suis couché par écrit, mais les règles du jeu, en joyeuse sarabande, me ramènent toujours au bar des angoissés, où Phileas Fogg, de sa voix de stentor, m'interpelle encore. Même si le fond de l'air est frais, c'est en hiver que les jours rallongent. Dès lors, subodorant quelques funestes fléaux, je décide promptement de me plonger dans l'édifiante petite histoire de la vie des saints. Mais il ne fallait pas pour autant rater le dernier métro, même si l'hôtel du Libre-Échange était sous l'empire de l'affaire du chevalier de la Barre, ce qui forçait pour le moins un passage en boréalie, tout en respectant au minimum une fine ligne de courtoisie. Et c'est parvenu aux 25 terres de la route des Gardes à Meudon que j'aurais bien demandé à l'occupant comment c'était. Mais la météo annonçait 4 jours de pluie, ce qui, tout en me réjouissant, m'affligeait quand même quelque peu. Par ailleurs, force est de constater qu'après lecture des lieux, plus rien ne s'oppose à la nuit. Mais attention, voici la dernière sortie pour Brooklyn. Et là, une merveilleuse illusion comique va m'amener au-delà de l'oubli, là où la vie est ailleurs. Tout repose sur l'alchimie du verbe, me dis-je dans ma petite tête d'obsidienne. Et poursuivant ma route sur un chemin de poussière, me vint à l'esprit l'idée d'une entreprise ambitieuse, à l'encontre de la majorité bien pensante, et qui s'avéra finalement une traversée pour le moins farfelue. Dès mon arrivée à Key Largo, j'empruntai la petite rue des voleurs, ce qui n'est sûrement pas étranger au bizarre incident qui s'ensuivit. Ainsi, je croisai 2 sombres personnages, à l'allure plutôt louche, m'avaient tout l'air de 2 ripoux, manifestement en quête d'une bonne poire. Ils me proposent le tour du monde en 80 jours. Ils devaient sans doute me prendre pour le fou du roi, sans soupçonner un seul instant que j'étais en fait le parrain.
titre qui me donnait accès à de multiples accointances avec la French Connection. Ah, mes petits forbons, ah, mes petits pourris, ça va être votre fête et vous ne l'emporterez pas en paradis. Je fais ni une des deux, et v'lan! De mon puissant regard oblique, je les précipite tous les deux dans un voyage au bout de l'enfer. Ça vous apprendra à jouer avec les aléas du pardon. Ce qui m'amena fatalement à constater, encore une fois, l'extraordinaire nullité des oufs. Mais là, je sens que je vous perds. Je reviens donc à notre histoire, c'est-à-dire West Side Story, où une guerre du feu larvée couve depuis que le dernier empereur, se prenant pour Cyrano de Bergerac, se mit fébrilement à la recherche de la 5e colonne dans les nuits fauves du jardin d'acclimatation. Et c'est avec le bréviaire des artificiers en main qu'il rencontra le grand Khan, vêtu de son plus bel astrakhan, sous les pins parasols d'Irkoutsk, tous les deux se jurant mutuellement de pique-niquer un jour ensemble sous l'acropole. Comme vous voyez, tout cela prend de plus en plus l'allure d'une chronique d'un temps loufoque, mais ne vous y trompez pas, il s'agit bel et bien d'un conte gothique. Mais voilà qu'un fort vent de novembre se mit à sévir, insufflant ainsi une cruelle et mortelle solitude subversive chez le maître de Pétersbourg, qui se retrouva tout bêtement, le cœur brisé, dans le caniveau. Quoi qu'il en soit, depuis cette époque, les carnets d'Amérique ont confirmé très clairement que le fameux rapport de Ram non seulement fait état de l'art français de la guerre, mais mentionne aussi un mystérieux train d'exil en partance pour la lointaine Transnistrie, chose tout à fait inavouable. Et apparemment, c'était à prendre ou à laisser. Abasourdi et furibard sous le choc de telles révélations, je me précipitai d'Arda au bistrot du crépuscule, où une ténébreuse loi du talion germait lentement dans les complexes circonvolutions de mon cerveau. Il me semblait alors qu'un gros câlin eût été pour moi une joie suprême. Ah, qu'elle était verte, ma vallée, sur mes terres du crépuscule, me dis-je alors. Et c'est face à face avec une bouteille obscure que je m'interrogeai. Que sont devenus tous les jours enfouis? Et je songeai aussi à l'homme à la carabine devant les éléphants de la dernière chance. Je sentais alors la toute puissante présence de l'absence. J'aspirais à un peu de soleil dans l'eau froide. Mais comme chacun le sait, les éléphants s'évaporent toujours. Et tout le monde connaît l'avenir bien incertain de la chrysalide. Alors, toutefois, peu à peu, tout le ciel devenait un continent noir, un orage montait sous la lune d'amarante. Merveilleux nuage, me dis-je, songeant au ciel de Delacroix. Et j'en profitai alors pour méditer un tant soit peu sur toute la vanité émanant d'un colloque sentimental. Je sentais les pulsations bien rythmées de mon cœur. Connaissez-vous le traité de Montaigne sur l'oisiveté? Eh bien, moi non plus, rassurez-vous. Mais je dois vous dire que dès qu'on arrive à un passage à niveau, mieux vaut avoir un bon sens du calme, car ni l'âge de la parole, ni l'aiguille creuse de la petite noirceur ne vous seront d'aucun secours pour reconnaître un vivant qui passe. Il faut donc se rabattre sur les contes nocturnes, au mieux sur les contes au fil de l'eau, pour entrevoir ne serait-ce qu'une fraction de toute l'immensité du siècle des nuages lors de la préhistoire. Mais où vont donc les étoiles dans la nuit? Peut-être devrions-nous chercher des lions sous la mer, et ainsi faire alliance avec le dernier des justes. Et c'est par ce signe que l'on pourra peut-être vaincre finalement la toute-puissance du veau d'or. Entre-temps, et pour conclure ce petit conte gothique, il faudra bien un jour cesser de massacrer toute la beauté du monde.